Coucou tout le monde, je suis en compagnie de Thibaut Tiptols, qui est un ami de la crypto, qui s'exporte un petit peu. D'habitude, il est plutôt sur TikTok, mais aujourd'hui, il va faire un effort pour nous, public, en venant sur Twitch. Comment tu vas, Thibaut? Ça va très bien et toi? Ça me fait plaisir de te voir. Bah écoute, ça va superbe. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à Paris pour une conférence. Mais avant ça, on s'était rencontrés au Solana Breakpoint, premier du nom, en novembre 2021 à Lisbonne. Et ça fait plaisir d'avoir un confrère de TikTok parce que c'est vrai que moi, je me suis pas trop exporté sur ce média-là, mais tu faisais partie des gens qui popaient dans mon fil d'actualité. Et je te propose aujourd'hui, le temps que le chat arrive, de te présenter rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Carrément. Bah écoute, je m'appelle Thibaut, donc pseudonyme TipTalk sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé sur l'investissement crypto en 2016, fin 2016, via un pote américain. J'habitais à Bangkok à l'époque, un pote américain qui connaissait le fondateur de 0x et Ok. il m'avait dit d'investir sur Ethereum quand ça valait 12 dollars. Donc nous, on a jumpé sur Ethereum à 12 dollars, bien évidemment, pas mal de conneries entre-temps, parce que c'était difficile à anticiper que ça allait monter aussi haut. Quand tu connaissais rien à l'époque, il n'y avait aucune source d'information. Mais ouais, donc en gros, j'ai fait un peu d'argent sur les cryptos pendant le premier bull run de 2017. Et derrière, j'ai tout reperdu parce que je pensais que qu'on allait aller à 1 million le Bitcoin, tu vois. Bon, classique, hein. Et puis après, j'ai appris, en parallèle, je faisais de l'entrepreneuriat. Donc j'étais aussi entrepreneur sur le côté. Et voilà, et j'ai fait pas mal de DCA pendant le bull market, pendant le bear market de 2018-2019. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de monde qui me posait des questions sur ce que c'était les cryptos, etc. À partir du moment où en 2020, ça a recommencé à repartir avec la DeFi season d'été 2020. Après, tu as Bitcoin qui est passé de 10 000 à 40 000 dollars. En parallèle, il y avait pas mal de monde qui commençait à me poser des questions. Et en fait, j'ai un pote qui est un gros créateur de contenu sur les réseaux sociaux, qui a gagné pas mal d'argent et qui m'avait appelé pour me demander qu'est-ce qu'il me conseillait de faire qu'est-ce que je lui conseillais de faire en termes d'investissement. Je lui ai pas mal parlé de crypto. Il m'a dit, franchement, Thibaut, tu parles bien et tout, pourquoi tu fais pas du contenu sur Internet? Et c'était un truc qui était resté dans ma tête et j'ai commencé à créer des vidéos le 11 novembre 2020 exactement. Donc juste avant pendant le début du bull run de 2020. Timing de prince. Voilà. Et c'était le moment où TikTok venait de se lancer plus ou moins en France. Et franchement, on était peut-être moins de 10 à l'époque à parler de sujets sérieux, entre guillemets. Tu vois, business, crypto, finance. En francophonie, tu parles, ouais. En francophonie, bien sûr. Donc moi, mon contenu, il a explosé direct. Et derrière, voilà, donc j'ai créé pas mal de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai lancé différents projets perso, formation en ligne, etc. En parallèle. Et puis voilà, maintenant, je suis toujours, 3 ans plus tard, je suis toujours à faire la même chose et à bosser maintenant dans l'écosystème. J'ai rencontré plein de monde comme toi sur des événements crypto. Voilà, je me suis plus plongé encore dans l'événement, dans l'écosystème qu'avant. Et puis là, ça va continuer dans les prochaines années, quoi. Très bien. Je me suis permis d'afficher ton TikTok, du coup. Aujourd'hui, c'est plus de 550 000 abonnés. Voilà. Ouais. J'allais dire, c'est pas souvent. C'est jamais qu'on invite des influenceurs TikTok dans ce genre d'émission avec Picsou. Donc, ça me fait plaisir de le faire avec toi. Du coup, tu nous as dit que tu étais à Bangkok avant et que tu avais des gens qui te posaient beaucoup de questions. Alors, déjà, est-ce que je peux me permettre de te poser cette question? Tu faisais quoi à Bangkok? Donc, quand j'étais à Bangkok, c'était à l'époque où je travaillais chez Thales. Donc, c'est Ok. vraiment, pour moi, c'était un déclencheur où je travaillais chez Thales. C'était en 2016 et j'étais juste après mes études et je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Et en parallèle, j'ai investi dans les cryptos, j'ai fait un peu d'argent en direct dans les cryptos et donc j'avais un petit matelas de côté qui m'a permis de tout simplement quitter mon taf et partir sur autre chose. Donc ça, c'était en 2016. Et après, je suis rentré en France et je me suis lancé sur du consulting en marketing pour différents styles de boîtes. J'ai fait des lancements sur Kickstarter, etc. Et en parallèle, j'étais un investisseur crypto, tu vois, qui faisait du DCA pendant le bear market. Et voilà, ça c'était plutôt ce que je faisais avant de me lancer en 2020 sur la création de contenu. D'accord. Et du coup, comment ça se passe? Parce que
tu rentres en France, tu veux faire du consulting, ce genre de choses. Comment tu t'y prends? Ça a été du LinkedIn, ça a été des meet-up. Comment tu as fait ce démarchage? Ça m'intéresse. Ouais, ben en gros, quand je suis rentré en France, je me posais un peu des questions sur ce que je voulais faire. Et j'ai rencontré un entrepreneur qui avait une boîte dans la santé. Et en gros, il m'a proposé un projet. Il m'a dit, là, je suis en train de reprendre la distribution d'un produit en particulier. Est-ce que tu serais chaud pour m'aider sur le lancement du produit en France? C'était un truc de réalité virtuelle pour les sportifs de haut niveau. Ok. Et donc là, en gros, j'ai bossé avec ce client principal. Et après, en parallèle, j'avais des plus petits clients, mais c'était ce client-là qui prenait la majorité de mon temps. Et on a développé une marque en France qui s'appelait Reflexon. Ça a été arrêté depuis. Et en gros, j'ai lancé le projet de. C'était un produit de réalité virtuelle pour le développement cognitif des sportifs de haut niveau. J'ai travaillé avec la Fédération française de tennis. On a installé une machine. Donc à Roland-Garros, on a installé une machine chez différents top 50 et top 100 du monde du tennis via des préparateurs physiques, des préparateurs sportifs, etc. Ça a été mon lancement en marketing, sales, en consulting. Et après, j'ai chopé d'autres clients au fur et à mesure, bouche à oreille, démarchage sur LinkedIn aussi. Et voilà. Super, très bien. Et donc après l'aventure crypto à partir de fin 2020, avec peu de temps après le TikTok du coup. Alors Ouais. moi, j'ai pas connu tes tout débuts TikTok, mais pas loin, honnêtement, pas loin, courant 2021, hein, forcément. Et j'avoue que oui, tu as un vrai talent pour ça, tu as très bien compris la méta rapidement. Et c'est la première fois que tu crées vraiment du contenu, t'as pas eu d'épisode YouTube avant, ce genre de choses. Dis-toi que ça me fait marrer de repenser à ça, mais j'ai lancé, je pense que Cryptost était le premier média crypto que j'ai vu en 2017. Mm. À l'époque, c'était un blog. Et j'avais Ouais, lancé un blog concurrent de Cryptost en me disant, putain, c'est une bonne idée ça. Et j'ai commencé à faire des articles de blog parce qu'à l'époque, je faisais un peu de SEO et tout en parallèle. Mais j'ai pas continué. Et, euh, et, euh, et, au- et quand je vois au final où ça en est aujourd'hui, je me dis, putain, peut-être que j'aurais pu bosser là-dessus. Mais bon, hein. Voilà, j'avais lancé un blog sur les cryptos en 2017. très bien. Bah moi, c'est ce que je voulais faire, mais par contre, moi, j'avais des carences en web et ça s'est pas fait. Et au final, bah, on s'est lancé pour de vrai, vraiment, courant 2021 avec Picsou, sachant qu'on avait déjà tenté une opération à l'époque, en 2017, qu'on a avorté, qui était un petit peu un groupe d'investissement qui Déjà, s'appelait La Piscine. à l'époque? Ouais, fin 2017. Moi, Picsou, je le connais depuis ouais, presque 10 ans. Presque 10 ans. Je le connaissais, il avait 16 ans. Putain, c'est- C'était un petit dev web qui était à l'école, un peu dans la niche du gaming. Moi, pareil, le web en moins. À l'époque, moi, j'avais un concurrent Twitch qui s'appelait Gamers Connection, qui avait fait un pivot où la base, elle était en PHP. Et après, on a voulu utiliser un framework très particulier de PHP qui s'appelait le Cake PHP, qui n'a pas été le choix technique le plus intéressant. Mais enfin, bon, notre seul développeur y tenait beaucoup. On n'a pas réussi à trouver de gens dans du Cake PHP. Moi, j'y connaissais rien en développement web, tu vois, je viens pas de ce monde-là. Et voilà, Picsou m'avait ajouté sur Skype parce qu'ils faisaient des petits business. On est resté bons collègues, on s'est serré les coudes, on s'est vu plusieurs fois à Paris, toujours un bon feeling. Et au fur et à mesure des discussions, on se disait un jour on va bosser ensemble. Et puis tu vois, on a fini par le faire. On a eu d'autres tentatives avant, hein, que des trucs avortés. Mais Coin Academy, c'est le premier projet qui n'a pas fait fausse couche, on va dire. Voilà, Ça a pour la plutôt bien parenthèse. fait, même. Et du coup, on va parler d'investissement aujourd'hui, puisque c'est un peu le thème de cette émission. Maintenant, je comprends un petit peu mieux ce que tu fais. Donc aujourd'hui, tu es créateur de contenu, mais tu es aussi investisseur du coup. Tu fais exclusivement de la crypto, tu fais du NFT aussi, tu fais d'autres choses? Ouais, NFT aussi. Et après, j'ai investi en bourse. Et j'ai toujours voulu me lancer dans l'immobilier, mais je ne l'ai jamais fait parce que focus. C'est très dur de Mm, course. mm, Enfin, mm. voilà, à un bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. C'est un truc qui m'aurait bien plu et je pense que je le ferai peut-être. Mais voilà, pour une question de focus et aussi parce que comme j'ai toujours été, quand on parle purement en France, tu vois, j'étais consultant, donc j'étais pas en CDI et donc c'était plus galère avec les banques, etc. Donc j'ai préféré focus sur autre chose. Très bien. Alors, petite pause technique, parce qu'on a un doute. Est-ce que tu es sur le bon micro? Va dans paramètres audio et regarde si le périphérique d'entrée, c'est le bon.
Là, c'est Du le coup, micro. Là, c'est le micro que j'ai là. Ça y est, j'étais ah sur. ouais, j'étais sur on le est flow. passé on est passé de Google Meet à conférence là, c'est nice. Ouais, Bon, c'est un putain de micro ça. ça nous met dedans. Picsou qui vient de nous sauver, voilà, Ah, il est là. pour que les gens Bienvenue. sachent. Voilà, Picsou le GOAT, ça restera dans la rediffusion, c'est bien mérité. On va pouvoir reprendre, ça fait plaisir. Du coup, donc on va parler d'investissement. Tu es principalement sur les cryptos, tu regardes un peu l'immobilier. On a vu en off que tu regardais un petit peu les actions. Quand tu as DCA en 2020, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as toujours la même stratégie? C'est quoi qui te fait bander, toi? Franchement, honnêtement, je suis passé par j'ai testé plein de stratégies différentes et aussi, j'ai vu aussi le marché des cryptos évoluer. Et donc, il y a des stratégies que j'utilisais à l'époque, qui marchaient à l'époque, qui ne marchent plus aujourd'hui. Et donc, j'ai changé mes strats aussi, tu vois. Mais à l'époque où je faisais du DCA, donc si on parle vraiment du bear market 2018-2019, je faisais full DCA sur Bitcoin, Ethereum et principalement Bitcoin. Et parce qu'à l'époque, il y avait vraiment les repères de la Bitcoin dominance qui fonctionnaient hyper bien. Et moi, je me suis fait un peu avoir là-dessus au début du marché, au début du bull market de 2020, où je m'attendais à avoir vraiment une Bitcoin dominance qui allait fonctionner comme au dernier cycle. Et au final, ça a été très différent. Et donc j'avais un peu perdu mes repères là-dessus. Mais au début, je faisais de l'invest full Bitcoin. Et en gros, moi, maintenant, je fonctionne comme ça. Mais j'ai deux poches d'investissement. J'ai une poche long terme et j'ai une poche plus court terme. Je fais pas de trading du tout. Je me suis jamais formé à ça et c'est quelque chose qui m'attire pas du tout, tu vois. Enfin, j'ai essayé de me former à ça, mais en fait, je me suis rendu compte que ça m'attirait pas. Et il y a des choses qui me conviennent pas avec le trading en soi, tu vois. Je préfère, en fait, même éthiquement, entre guillemets, il y a des choses qui me conviennent pas avec le trading. J'ai aucun problème à discuter avec des traders et tout. D'ailleurs, quand je vois Picsou, j'ai aucun problème à discuter avec lui et tout. Mais d'un point de vue purement éthique, moi, j'aime bien l'investissement parce que tu vas choisir un projet en fonction des fondamentaux du projet auquel tu vas croire et non uniquement en fonction d'un graphe, tu vois, ou de technique, d'analyse technique. Alors, attends. Ça j'aime vraiment. C'est un truc qui me... Je te coupe, il y a Picsou qui vient de prendre le contrôle de mon corps après avoir réglé le micro. Il a une question pour toi. Tu préfères d'un point de vue éthique parce que c'est vraiment éthique ou tu préfères d'un point de vue éthique parce que tu t'es fait écrabouiller sur le trading? Non, franchement, j'en ai jamais trop fait du trading. J'ai jamais essayé de faire des analyses de chart ou quoi. J'ai toujours fait du gem, chercher des gems, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer, essayer d'aller chercher un peu dans les recoins. J'ai trouvé pas mal de mecs aussi qui font pas mal de recherches avec qui je discute, etc. Et j'ai plutôt fonctionné là-dessus. Mais j'ai jamais, tu vois, typiquement, j'ai jamais tradé de futurs. Je suis jamais allé mais moi non plus. faire des futurs. Moi non plus, jamais. Alors, jamais fait d'effet de levier, jamais fait tout ça. Pour plusieurs raisons. Hein, parce que j'avais mon ex-associé, on va dire, qui faisait du futur et qui a eu des mésaventures avec Poloniex où il s'est fait vraiment niquer sévère. Ça, c'est à l'ancienne, ça, Poloniex. Comme ça, il se faisait des DOS, le site plantait, il revenait, tout le monde se faisait liquider par des mouvements complètement hors de contrôle. La deuxième, c'est qu'on m'a toujours conseillé de faire attention vis-à-vis de ça, dont Picsou d'ailleurs. Et puis au final, je voyais déjà suffisamment de volatilité sur les alts. Alors après, c'est vrai que le cycle de 2017, c'était quand même le casino. Ouais, mais franchement, il y a la même volatilité. Enfin, la DeFi season de 2020, si ça, c'était pas le casino, moi j'ai fait x10 en SAT. En 4 mois. C'est un truc de ouf quand même. Et je pense que ça va être. Je pense que aujourd'hui, tu étais présent sur l'écosystème Solana il y a un mois. Tu as plein de projets qui ont fait des x10, etc. C'est clair. Je pense que c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué maintenant. C'est-à-dire que tu n'as pas tout qui pump en même temps. C'est plus par narrative, etc. Et je pense qu'il y a quand même une grosse partie casino encore. Hein. Après, pour moi, on est vraiment à la période, comme quand tu as commencé à faire du contenu. Hein. C'est fin 2020, c'est qu'il y a quelques alts qui ont pris, mais c'est pas non plus un tandem des altcoins. En réalité, ça se voit dans la dominance de Bitcoin, puisqu'il est toujours bien au-dessus de 50%. Bien sûr. Et même quand tu regardes tout simplement la place du SDT dans le top 3, quoi. Bah ouais, c'est clair. Mais en tout cas, voilà, si Alt Season il y a, on n'y est pas encore. Ça n'empêche pas qu'il y avait à boire et à manger sur des alts. Si tu étais capable un petit peu de sniffer le futur. À l'époque, c'était la DeFi. Maintenant, c'est plus les reward assets, ce genre de choses.
Mais tu vois, pour juste compléter ce que je disais, c'est qu'avant, je faisais vraiment un full DCA sur Bitcoin. Et avec comme but d'augmenter mon stack de Bitcoin au max pour ensuite au moment d'une... c'est exactement ce que j'ai fait et qui a fait que j'ai vraiment réussi à faire pas mal de profits au début du bull market de 2021. J'avais enrichi mon stack de Bitcoin et j'ai senti la saison des altcoins partir. C'est comme ça un peu que je me suis fait connaître sur TikTok. J'ai annoncé pas mal de fois la saison des altcoins de janvier 2021 jusqu'à avril 2021. Et je partageais mes investissements en full transparence. Et donc ça, c'était ma strat. Bitcoin, switch 100% sur de l'alt et re-switch derrière. Sauf qu'en fait, je me suis fait cramer en re-switchant. Et donc maintenant, j'ai vraiment une strat beaucoup plus safe, avec un capital aussi un peu plus élevé qu'avant, où je fais vraiment deux styles de portefeuille. J'ai un portefeuille long terme dans lequel je vais détenir vraiment des cryptos qui pour moi seront là sur le long terme, et un portefeuille plus court terme sur lequel je vais essayer de rider les narratives. Ouais. Donc là, je me permets d'afficher à l'écran. Alors, je suis désolé, j'aurais bien aimé avoir plusieurs années d'historique, mais c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est l'Altcoin Season Index. Donc, en fait, cet Altcoin Season Index, il va se baser sur la capitalisation des top crypto-monnaies et ses performances par rapport à Bitcoin. Et en fait, généralement, tu as toujours une période, après, c'est difficile de savoir sur les courtes ou les longues, où c'est vraiment Bitcoin qui arrache tout. Donc, en fait, les altcoins fondent. Et puis, quand on se rapproche vraiment de la zone supérieure, donc au-dessus des 65, on va dire, là, on va chasser un cycle alt-season. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on en est encore loin ou pas? Ou est-ce que justement, on est direction les 60? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est cette espèce de cycle où tu accumules du BTC à mort. Et puis quand tu sens que l'alt-season, elle arrive, bah, tu redistribues un peu de tes BTC sur des alts. Attention à ça, cependant. Les alts, ça monte très fort, ça baisse très fort. Exactement. Moi, c'est exactement la raison pour laquelle je fais plus cette strat. J'ai toujours une très... Enfin, je pense que c'est toujours malin d'avoir, quand tu es dans un marché qui n'est pas 100% bull market, d'avoir une grosse partie de ton capital en Bitcoin, Ethereum, en fonction de la prise de risque que tu veux prendre. Mais par contre, un truc qui est sûr, c'est que les plus gros gains en altcoin, ils se font au moment où ils partent. Quand tu as un altcoin qui passe de 10 millions à 40 millions de market cap, il peut le faire en 2 jours. Et c'est là où, en gros, ça va faire la diff dans l'effet multiplicateur derrière. Et l'effet FOMO, accessoirement. Et l'effet FOMO, bien sûr. Et donc, tu vois, moi, je me suis placé typiquement sur Chainlink, Solana, sur ces cryptos-là qui, pour moi, vont bien fonctionner pendant tout le bull market. Au tout début, quoi. Là, je me suis placé sur Chainlink à moins de $6. Sur Solana, j'étais à $20, $19, je crois. Et sur ce cycle ou le précédent? Non, là. Ouais, et c'est des cryptos que je vais garder là, tu vois, genre ça, des cryptos comme ça fait partie de ma poche long terme. Ok, parce que Solana, c'est un peu un Ethereum killer. Enfin, le but n'est pas de tuer Ethereum, mais il vient apporter une vraie valeur, et Chainlink se différencie totalement avec une offre Oracle. C'est vrai. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. Je sais pas si tu regardes le youtubeur américain Crypto Chico. Ah putain, c'est trop marrant que tu parles de lui. Je l'avais oublié, ce mec-là. Je viens de me souvenir que je regardais à l'époque, mais où il faisait des vidéos dans la rue et tout. Ouais, il le fait toujours. Je l'avais oublié, lui. Alors, je le regarde parce que, bon, lui, il aime l'argent. Hein. Il fait beaucoup de sponsoring, mais c'est quelqu'un que je juge assez pertinent, même s'il a des biais. Et là, en fait, il explique que pour lui, le 3e ETF le plus probable en crypto, ce serait Chainlink. Et ensuite, il explique pourquoi. Alors, les gars, j'ai pas d'infos insider. On est là pour parler d'investissement, donc c'est intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui gratte beaucoup. Et donc, il explique qu'il y a toujours un pattern. C'est qu'en fait, d'abord, tu as des produits dérivés comme le Grayscale Bitcoin Trust, ce genre de choses. Ensuite, tu vas voir un ETF qui va se passer dans un pays en dehors des États-Unis d'Amérique, comme le Canada. Dans le cas de Bitcoin, Ethereum, il y a eu des ETF bien plus tôt. Et là, en l'occurrence, sur Chainlink, tu vois des ETF dans les pays nordiques européens, je crois, en Norvège, ce genre de choses. Et il dit, bah tiens, regardez, on commence à voir des ETF Chainlink en dehors de l'Amérique. Est-ce que ça leur donnerait pas un avis? Surtout que Chainlink, il a une particularité aussi, c'est de lier le monde réel avec le monde crypto. Et tout le monde bosse avec eux. Le réseau Swift, dans le système bancaire, bosse avec eux. La banque BNP bosse avec eux. Ils sont connectés avec des Google, des Amazon et compagnie. Donc c'est vrai que ça peut faire sens. Pourquoi pas? Putain, c'est ouf, je savais pas ça. Après, je pense que c'est des trucs à horizon...
franchement, c'est long, quoi. À horizon de 3 ans, je pense, si ça se passe. Parce que comme tu le dis, hein, le Bitcoin ETF actuellement, dont on entend beaucoup parler, les gens pensent que c'est une nouveauté, mais ça fait tellement longtemps qu'on Ça en traîne, entend hein. parler. Ouais, bon, ça fait tellement longtemps. Il y avait même pas mal de monde qui pensait que ça allait sortir pendant le dernier bull market. Hein. Ouais. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est intéressant, c'est intéressant. Mais je pense que moi j'ai hésité, je l'ai pas fait, hein, mais j'ai discuté avec un pote qui a fait beaucoup d'argent dans les cryptos, parce qu'il avait vraiment fait all-in comme un âne en 2017, au moment des ICO, etc. Et je discutais avec lui à un mariage l'été dernier, quoi, il y a 6-7 mois, quand on est de passer 50% de mes ETH en Chainlink. Et voilà. Et au final, je l'ai pas fait. J'en ai passé une plus petite portion. Mais avec le recul, je me dis que c'était pas complètement. Je pense que ouais, voilà, c'est vraiment un projet qui a de l'avenir et qui est là pour rester, selon moi. On va prendre des questions du chat et j'aurai des questions en complément. Je trouve ta question très pertinente, donc je l'affiche. Les cryptos en proof of work, tu regardes un peu ou pas? Pas trop, hein, franchement. Honnêtement. T'en penses quoi? J'en pense pas grand chose. Honnêtement, je pense que proof. Après, je vais peut-être dire une connerie parce que je suis un peu biaisé, mais c'est pas grave. Proof of work, c'est quand même une technologie à part entière qui a du sens pour Bitcoin parce que c'est le numéro 1 et que c'est comme ça que la blockchain a été créée. Mais ça a des gros problèmes de scalabilité. Et aujourd'hui, quand tu vois la compétition qu'il y a avec toutes les technos qui sont concurrentes, on voit quand même que pour l'adoption, le plus important, c'est l'utilisation. Et c'est ce qui a fait la force de Solana par rapport à d'autres blockchains. Même si c'est une blockchain qui buguait, etc., ils sont pas chers, ils ont réussi à faire grandir leur communauté. Donc c'est pas quelque chose que je regarde particulièrement. Tu vois, j'ai jamais vraiment cherché en me disant ok, est-ce que je peux trouver des petites cryptos en proof of work. Ok, alors permets-moi du coup de venir corriger ton biais. On est là pour ça aussi. Alors tu as parlé de Bitcoin en tant que numéro 1, etc. Je le pensais exactement comme ça avant. Tu as parlé des performances, je pensais exactement comme ça avant aussi. Mais il y a plusieurs points à noter. Le premier point à noter, c'est que le problème des proof of stake, c'est que tu as toujours du préminage, tu as toujours une ICO, ce genre de choses. Donc la libération des jetons, elle n'est pas équitable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les problèmes de performance en proof of work, on est capable de plus ou moins bien les pallier. Tu as dû voir Kaspa exploser récemment. Kaspa, c'est un graphe acyclique orienté qui est capable de gérer des blocs de 2 à 5 secondes avec une finalité extrêmement courte tout en restant en proof of work. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi en fait à s'adapter au réseau dans le sens où, tu vois, Bitcoin, si on a mis un block time aussi long, c'est qu'on s'est dit, bon, déjà, ça sert à rien de faire plein de blocs avec plein de transactions, ça va remplir la chaîne, d'une part. Mais d'autre part, si on fait un truc trop court, il y a plein de gens qui vont pas pouvoir miner le bloc, donc ça va privilégier les gens qui ont une bonne connexion Internet, par exemple. Mais bon, aujourd'hui, en fait, on a la capacité, grâce au protocole de Kaspa, de pouvoir s'adapter à la vitesse du réseau. C'est pour ça que tu peux avoir un bloc qui peut être miné en 1 seconde ou 2, et un deuxième à 5, et un troisième à 10, et tu as une moyenne qui est de l'ordre de quelques secondes. Donc les performances, c'est plus un problème du tout aujourd'hui avec le proof of work. Reste l'argument, évidemment, de la consommation énergétique. Et le coût aussi. Le coût de la blockchain. Le coût d'acquisition, tu veux dire? Non, le coût d'utilisation de la blockchain. Ah, ça c'est pareil. Si tu es capable de scaler, le coût d'utilisation, il baisse. Toi, c'est quelque chose, c'est une thèse d'investissement que tu as pris en compte. Ouais, que je commence à reprendre très sérieusement en compte. Alors, je vais te dire honnêtement ce qui s'est passé. Bon, je suis comme toi, j'ai une vision macro, mais je regarde beaucoup Twitter et je regarde beaucoup des gens qui pensent pas du tout comme moi, forcément. J'ai dans mon fil d'actualité des Bitcoin Maxi, et pas que des toxiques Bitcoin Maxi, mais je considère aussi la vie des toxiques Bitcoin Maxi. Ils savent pourquoi ils sont toxiques, c'est un biais idéologique. Mais en gros, moi, on m'a fait la bonne propagande de le proof of work, c'est vraiment la base parce que c'est une façon déjà équitable, d'une part, de pouvoir disperser les jetons, on va dire, puisque tout le monde est à la même table. Et puis d'autre part, si jamais il y a une attaque sur le réseau parce qu'il y a une puissance de calcul qui est un peu trop centralisée, la fameuse attaque des 51%, la possibilité de revenir en arrière et de fork et de ne pas foutre le bordel, elle est à peu près OK. Alors qu'en proof of stake, si jamais il y a ce genre d'attaque, on l'a jamais vu. Mais ce que m'expliquait Abdel, c'est que là, pour revenir en arrière,
bonne chance. Ou, enfin, revenir en arrière, non, c'est pas très juste. C'est plutôt reprendre le contrôle du réseau. Abdel, qui a développé Ethereum, là, qui a développé sur Ethereum, tout à fait. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à l'Ethereum CC de 2021, je crois, j'avais rencontré un gars qui bossait pour Alephium, et en ce moment, Alephium, il pète très fort, parce que justement, en fait, je vais vous faire tous les épisodes, mais c'est un gars, il m'a dit, moi, si c'est pas du proof of work, c'est poubelle. Voilà, il me l'a expliqué comme ça. Ah bon. Ok. Et comment je pourrais expliquer? En gros, tu vois, les gens, ils sont tellement vexés de s'être fait chier dessus par des VC pendant tout le bull run précédent, qu'ils sont en mode, est-ce qu'on reviendrait pas dans des mécanismes avec justement une émission de jetons faire où tout le monde va taper avec du mining CPU, GPU, FPGA, ASIC, etc. Et du coup, comme je suis investisseur, au début, je le gardais quand même d'un œil curieux. Pour autant, j'ai pas investi dans Caspa, j'ai pas investi dans Nexa, Dinex, Alephium, etc. Mais je les ai regardés et je les ai vus pumper. Et là, je me suis dit, ok, il y a encore de la place pour le marché du proof of work et je peux plus passer à côté. Donc aujourd'hui, mon seul investissement pour le moment, c'est le Flux, qui est ce qu'on appelle du proof of useful work. Petit rappel pour ceux qui nous écoutent, au lieu de brute forcer, brute forcer un hash jusqu'à trouver une solution, donc un truc totalement débile d'une certaine façon, là on va utiliser de manière utile la puissance de calcul de la machine qui sécurise le réseau pour exécuter des tâches qui peuvent être faire avancer la recherche, factoriser des nombres, etc. etc. Donc moi j'ai commencé par Flux, j'en ai d'autres dans le viseur, hein, des Clore, Octaspace, il y en a plein, Akash, etc. J'en parle dans des vidéos récentes à moi, mais pour le moment il n'y a que dans Flux où j'ai mes billes. Ouais. Il y a un mec qui a parlé de Octaspace dans le chat. Ouais, qui est la même chose, enfin c'est du computing décentralisé. En gros, des gens mettent à disposition leur parc de processeurs, RAM, carte graphique, bande passante et tarifent cette prestation. Ok, c'est intéressant. Pour revenir juste, alors moi il y a une t'as dit, alors je suis d'accord avec un truc, mais j'essaie toujours de faire attention avec un biais cognitif qui est un peu le biais de penser le marché comme il est actuellement par rapport à essayer d'imaginer comme il sera dans le futur, entre guillemets. D'accord. Et t'as dit, il y a pas mal de monde qui s'est rendu compte qu'ils se sont fait chier dessus par des VC pendant le dernier bull market, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses pas que ça va être une giga minorité, ces gens, par rapport à tous les nouveaux entrants qui vont rentrer et qui n'auront rien à foutre en fait, et qui vont juste chercher des cryptos qu'ils comprennent, des cryptos faciles d'accès, style du gaming. Alors je suis mitigé sur ça. Ouais, je suis mitigé sur ça, mais regarde, tu as un pattern qui se fait à chaque marché, chaque cycle de marché. C'est les créations de Bitcoin maximalistes. Et généralement, les créations de Bitcoin maximalistes, c'est ceux qui se sont fait exploser sur les alts parce qu'ils sont arrivés en fin de run ou qui se sont fait avoir par un influenceur ou qui ont pris des décisions. Ils deviennent Bitcoin maximalistes. Je connais beaucoup personnellement des mecs qui ont suivi ça, parce que moi j'en ai toujours entendu parler, mais j'en ai jamais rencontré des mecs qui sont devenus Bitcoin maxi à 100%. Enfin, tu vois, des mecs qui parlent de je suis devenu Bitcoin maxi genre quand FTX a crash et qu'on a été à 15 000 $, bah, je te parie qu'aujourd'hui ils ont des alts. Ouais, mais qui représentent moins de 10% de leur portefeuille global, en fait. C'est ça le truc. Il y a plusieurs types de Bitcoin maxi. Il y a ceux qui étaient là il y a très 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 longtemps et qui ont vu tout ce qui s'est créé après, les Namecoin, Mastercoin, Ripple, etc. Où ils ont en fait, c'est pas une impression, c'est une vérité générale. C'est que tout le monde dit la vision à l'instant T, c'est ça, mais personne continue à faire la même chose. Ethereum, tu vois, on a fait une DAO, après on a parlé de sharding, après on a parlé de plasma, après on a parlé de proof of stake, après on a parlé de layer 2, tu vois, ça change tout le temps. Bon, la finalité, c'est toujours de faire une machine décentralisée, mais il y a quand même eu un épisode, c'est que les mineurs de crypto-monnaies, ils se sont fait gicler comme des malpropres. On est passé en proof of stake et les mineurs, ça a été un gros fuck. Après, ça a été annoncé quand même longtemps à l'avance, mais... C'est sûr. Ouais. C'est pour ça. Moi, j'aime bien avoir mes billes partout. Tu vois. C'est intéressant. J'avais pas du tout... je regarderai après parce que je connais Flux, mais j'avais pas du tout réfléchi à cette possibilité de narrative. Mais je connais un mec qui minait du Flux et ouais, c'est intéressant. En tout cas, voilà, j'ai fait Flux parce que je le sentais un petit peu sous-valorisé par rapport à certains, mais ça aurait pu être autre chose. Hein. J'ai aussi acheté ça, c'est vraiment une petite cochonnerie, mais j'aime bien le principe. Ça s'appelle du Factorn. J'ai acheté sur un exchange qui fait peur, qui s'appelle Zegex. Et en gros, le Factorn, c'est un fork de Bitcoin Core pour la factorisation. Ils sont grantés Coinbase, 3 ans, je crois. Et en gros, le principe, c'est au lieu de brute forcer un mot de passe, tu vas factoriser ce qu'ils appellent des semi-nombres entiers.
un truc comme ça. Donc je vais pas te refaire tous les mathématiques, mais le principe de la cryptographie, c'est qu'en gros, tu vois, tu as des nombres qui sont divisibles par 2 ou par 3. 4 c'est divisible par 2, 6 c'est divisible par 2 et par 3, 9, etc. Et puis tu as des nombres comme 5 ou 7 qui ne le sont pas. Et ensuite, tu peux les multiplier entre eux, et puis encore les multiplier entre eux, et tu obtiens ce qu'on appelle des nombres entiers ou des semi-entiers, etc. Et en fait, quand tu traites ces nombres-là avec vraiment un grand nombre, ça devient un vrai bordel. C'est-à-dire que les multiplier entre eux, c'est très rapide, mais décomposer à l'inverse, donc factoriser ces nombres-là, c'est extrêmement lent. Et toute la sécurité informatique qu'on utilise en ce moment, c'est basé sur le chiffrement RSA. Et le RSA est basé justement sur cette technique-là. C'est-à-dire que plus on va avoir des grands nombres, plus ça va être difficile à craquer. Et donc, tu vois, tu as des passionnés de factorisation qui font ça à la main ou qui codent des programmes informatiques pour essayer d'accélérer la factorisation. Donc, d'une certaine façon aussi, casser des systèmes de sécurité informatique. Et en fait, le principe de Factorn, et j'insiste sur le fait que je vois ça un peu comme un shitcoin, mais tu sais, quand on est en bull market, voilà, c'est qu'au lieu que tu fasses un proof of work en mode brute forcing de mot de passe, là, tu fais un proof of work en mode factorisation. Donc, ton proof of work, c'est de la factorisation. Donc, le principe même de faire tourner cette blockchain fait avancer la recherche sur la factorisation. Parce que si tu crées un ASIC de factorisation, en fait, c'est juste que tu as amélioré le game de la factorisation. Donc, intégration différente de la factorisation. Et c'est ça que je trouve intéressant avec les proof of work, c'est que si on arrive à pousser cette narrative de proof of work utile, d'une certaine façon, ça revient à la mode, et en plus, le message passé au régulateur, c'est non, on crame pas de l'énergie comme des cons, parce que d'une, on sécurise un système de monnaie, et de deux, on fait avancer la recherche, quelle qu'elle soit. Ouais, je vois l'idée. Après, c'est hyper poussé. Ça, c'est des compétences. Moi, j'ai pas creusé ces compétences-là, tu vois. Donc, je vais pas chercher ce genre de projet parce que je reste sur les trucs que je comprends, que tu comprends. Ouais. Je pense que c'est la base dans l'investissement, c'est de savoir rester sur les. Tu vois, moi, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est, je me suis jamais trop intéressé à ça, donc j'ai jamais trop investi là-dedans. Non. Et l'IA dans tout ça. L'IA, j'ai investi j'ai un projet dans lequel j'ai investi parce que je trouve qu'il est intéressant et parce que je pense que la narrative, elle va partir à un moment ou à un autre parce que c'est un sujet tendance. Mais ouais, j'ai investi dans 0x0. Ouais, j'en ai entendu parler. Tu peux m'expliquer ce que c'est? C'est un projet en gros qui fait des smart contracts powered avec de l'IA, et ils ont pas mal d'outils d'IA en gros qu'ils proposent aussi aux différents projets avec lesquels ils travaillent. Et ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que c'est un projet qui peut être utilisé par plein d'autres projets. Et derrière, c'est aussi un projet dont on n'a pas encore beaucoup entendu parler par rapport à beaucoup des projets d'IA style Fetch, Render, etc., dont tout le monde parle. Donc c'est un projet qui est capitalisé, mais tu vois, ça reste un projet qui est pas méga capitalisé par rapport à pas mal d'autres dans la tendance. 0x0 protocole, c'est un truc comme ça. Ouais. J'ai une question pour toi niveau strat d'investissement. On est là pour ça. Toi, ta strat, c'est en termes d'investissement. Je sais que tu investis dans pas mal de crypto. T'en as combien? De différents jetons, je dirais une quinzaine. Et moi, je suis un beaucoup plus. éternel shitcoiner accessoirement. C'est-à-dire qu'une grosse partie de mon portfolio est toujours hors Bitcoin et Ethereum. C'est une erreur peut-être, parce que c'est vrai que sur les bull runs, je me gave. Sur les bears, ça fait mal, parce qu'on ne sait jamais quand est le réel bottom. Mais moi, je suis toujours in à fond la caisse. Et je le fais aussi, parce que quand tu es in sur un projet, tu as tendance à beaucoup t'en informer. Moi, j'ai une vision macro, j'ai des investissements macro. Et comme j'ai un média autour des crypto-monnaies, ça me force aussi à être dans une veille technologique constante de tout ce qui se fait. Ok, je pensais que tu aurais plus de projets que ça, mais moi je suis un peu comme toi, j'ai une quinzaine de projets. Je pense que c'est une des grosses erreurs que j'ai fait au début et que pas mal de débutants font, c'est de vouloir investir de jump sur tous les projets à la mode, et tu te retrouves avec un portfolio qui est ingérable. Ouais. Et ça, c'est un message qui est important à... Ouais, alors j'ai du plus ou moins long terme, sur quoi j'ai pu faire pas mal de sous. Il y a comment ça s'appelle, le Krill. Alors pour vous donner tout le contexte, je suis transparent par rapport à ça.
Le Krill, j'ai été ambassadeur Krill pendant l'ICO Craze de 2017-2018. Ils ont lancé une ICO. Quand on a commencé à être en bear, ils ont levé 3 millions. Et pour les aider à pousser leur ICO à l'époque, en sachant qu'on n'avait pas encore toute la structure légale, PSAN et compagnie, mais ils s'étaient rapprochés de l'autorité des marchés financiers, ils m'avaient payé en jetons. Et ces jetons, je les ai gardés. Et en fin de bull run, là, sur le cycle précédent, il y a eu un listing Coinbase et le jeton, il a fait peut-être x20 en l'espace de 3 semaines. Donc, j'ai pas vendu le top, mais j'ai vendu assez haut. Merci beaucoup, Arc, pour le sub. Donc, ça a été pas mal. Solana, je l'ai attrapé à 3$. Je l'ai lâché entre 28 et 30. Après, je l'ai lâché trop tôt, mais j'en ai récupéré plus tard. Le Juno sur Cosmos, où j'ai fait un x10 aussi, parce que justement, Cosmos n'avait pas de smart contract et que là, je misais sur une thèse de smart contract. Super tokenomique aussi. Grosse montée, grosse baisse. Alors, j'en ai deux. J'ai le XKI dont on parle sur le chat. Vaut même pas que je vous dise à combien je suis monté et à combien il me reste, parce que de toute façon, vous avez juste à regarder la charte du jeton. Je pense qu'elle est assez explicite d'elle-même. Et j'ai dit quoi encore, le Retrib? Retrib, pareil. Tu vois, je l'ai acheté des miettes. Il est monté, il a dû faire x10. J'en ai vendu en x10 pour en réaccumuler plus bas entre 3 et 10 centimes. Et là, on est à moins de 1 centime. Donc, je me suis quand même fait déglinguer. Donc, le x10, je l'ai rendu au marché et puis je le garde. Mais voilà, je ne referai pas cette erreur-là. C'est évident. C'est-à-dire que pour moi, et c'est toujours la même chose, l'excuse, elle est juste différente à chaque cycle de marché. Tu vois. En 2017-2018, on était en mode maintenant, c'est évident, tout le monde en parle, ça va continuer. Et en 2021-2022, pour moi, ça a été, on a les institutionnels, là, les banques centrales, elles essaient de nous avoir. La Russie, elle attaque l'Ukraine, ils vont essayer de bannir le système russe, donc ça va être bénéfique pour les cryptos. Je suis allé dans des tests comme ça, mais en fait, non. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, tu as toujours un cycle haussier violent et un cycle baissier violent. Et voilà, ça ne m'empêche pas que par rapport à ce que j'ai investi de départ, je suis sur un multiplicateur quand même assez extravagant. Pour moi, par rapport à de la bourse, par rapport à un NFT trader qui fait du x100, ça sera peut-être pas aussi extravagant, mais tu m'as compris. Mais il faut savoir sortir aussi. Ouais, mais justement, c'est quoi ta strat de prise de profit? Parce que tu disais que tu étais tout le temps in. Ouais, là, pour le moment, je touche à rien, mais il y a un moment donné où il va y avoir un multiplicateur de fait et je vais m'asseoir sur des stables progressivement et je vais le faire. Tu t'es fixé déjà le plan de sortie avec les multiplicateurs? Soit on n'arrive pas à ce multiplicateur et puis je prendrai la baisse comme d'hab et je me plaindrai, je prendrai mon mal en patience. Soit je arrive sur ce multiplicateur. Tu fais pas un truc par palier? Tu fais genre all in, all out? C'est pas le money management le plus. T'as déjà vendu tout? Ah, tout? Non. Est-ce que tu penses que tu arriveras plus de 30%, jamais. Est-ce que tu penses qu'au moment venu, tu arriveras à tout vendre? Parce que ça, franchement, pour les gens qui ont jamais réussi, qui ont jamais tout vendu, c'est un vrai truc. Moi, ce que je m'incite à faire, tu sais, c'est un mindset et tout. C'est quand je vais commencer à arriver dans des zones où je vais me poser beaucoup plus de questions, parce que là, je me pose pas de questions. Je travaille, je fais ces lives, YouTube, tout ça. Je vais casser les couilles à mon associé Picsou pour apprendre à shorter, pour me hedge. C'est-à-dire que dès que je vais avoir un doute, je vais me hedge en shortant de sorte à ce que s'il y a de la violence, le portfolio reste le même. Parce que si je m'amuse à vendre de partout, ça fait des écritures courtes. Ça fait potentiellement des impôts, des trucs qui sont chiants, alors que... Instable, déjà. Mais ça change rien. C'est que j'ai tellement d'actifs sur tellement de ledger, de wallet Phantom, de wallet MetaMask, d'exchange, de partout. C'est partout. Que le plus chiant, c'est ça. C'est que si j'avais un red button qui dégageait tout, ce serait beaucoup plus facile. C'est là où j'aime bien la stratégie du hedging, où en fait, tu sais que tu as à peu près tant sur les exchanges. Tu essaies d'avoir un peu de stablecoin d'un autre côté et tu shortes le marché. Comme ça, soit le marché il monte et puis tu perds sur ton short, mais tu le reprends sur ton spot. Soit le marché il baisse et tu gagnes de l'argent sur le short et tu perds de l'argent en spot. Mais au final, ça rééquilibre. Donc tu planifies pas de revendre en fait? Pour le moment, non. Non, mais même... En fait, là, ce que tu expliques dans ta stratégie de prise de profit, c'est une stratégie globale d'un multiplicateur de tout ton portfolio. Tu vas tout vendre en même temps, ou tu as un multiplicateur par crypto, où tu te dis, OK, si on arrive à x10 là-dessus, je vends tout. Si on arrive alors par crypto, non. Parce que c'est des narratives et que c'est des cycles et que pour moi, faut juste comprendre quand on est à l'euphorie la plus totale et que cette fois, on va essayer pas être trop dans le déni.
C'est-à-dire que si on refait un breakpoint comme on a fait quand on s'est connus, où on voit des Ruskov et des Asiatiques qui distribuent des bouteilles en boîte à plus savoir quoi en faire, là, je vais commencer effectivement à me poser des questions. C'est parce qu'en fait, l'indicateur, il était en face de nos yeux, tu vois. Bien sûr, mais c'est toujours ça après. Pour moi, le plus gros truc, c'était Laser Eyes. Ouais. Avec tous les sénateurs américains et tout, là. Ouais. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud d'avoir trop ri. On était tous là morts de rire avec ça et tout. Déjà, le WAGMI, Laser Eyes, cette fois, c'est différent. Voilà. Moi, vraiment, mon indicateur principal, c'est quand on aura une nouvelle folie type NFT ou autre sur des trucs de plus en plus débiles. Parce que là, pour le moment, ça ressemble quand même à quelque chose. On est sur des narratives où on peut plus ou moins aimer telle ou telle narrative, mais on en voit l'intérêt. Mais quand on va créer un nouveau support technologique, genre semi-fungible token ou les SBT ou je sais pas quoi, avec toutes les déclinaisons d'animaux de la jungle sur des collections NFT ou je sais pas quelle merde, et que tu vas avoir des projets qui vont te voir en t'expliquant que ça vaut quelque chose alors qu'ils savent même que ça vaut rien. Là, on va commencer à se poser progressivement des questions. De toute façon, tu parlais tout à l'heure de la dominance BTC et de l'alt. Il faudra un autre indicateur, c'est vraiment la boussole de la débilité globale du marché. Il faudrait un truc qui détecte le nombre de vrais shitcoins et quand est-ce qu'ils sortent et quand est-ce qu'ils sortent pas, tu vois. Ouais. La débilité du marché, ouais, c'est ça. Pour le moment, il y a plein de trucs sympas qui sortent. Tu vois, l'UX a beaucoup été amélioré avec CCIP de Chainlink, CCTP sur Circle, où tu peux faire du cross-chain en un clic, t'as pas à t'emmerder et tout, ça c'est génial. C'est bien. Des meilleurs protocoles de bridging, beaucoup plus de performance. On va avoir le proto-dank sharding sur Ethereum, donc la narrative roll-up, elle va reprendre un petit boost. Mais c'est parce qu'en fait, là, les projets qui sortent en ce moment, c'est des projets sérieux qui ont travaillé pendant le bear, qui ont levé de l'argent pendant le bear ou même pendant le dernier bull market. Et là, comme la hausse, elle a été anticipée par très peu de monde, il n'y a pas encore tous les shitcoins qui ont eu le temps de se mettre en place, quoi. Toi, tu es sur combien de jetons différents du coup? Quinzaine, à peu près. Quinzaine aussi, ouais. Quinzaine, je fais toujours très attention à... Je me souviens lors du premier bull market que j'ai fait, donc 2017, j'étais sur 25 jetons. Et en fait, c'est une erreur parce que tu n'arrives plus à gérer, quoi. Tu n'arrives plus à suivre. T'arrives plus. Moi, je pense quand même que ça vaut le coup de. T'as quand même des jetons qui vont vivre vraiment des cycles de narratif, tu vois. Donc moi, je vais essayer, je pense, de prendre des profits au fur et à mesure, tout simplement pour prendre des profits sur certaines alts. Et derrière, on aura forcément 5 ou 6 événements de volatilité à la baisse sur Bitcoin, 30-40% pendant le bull. Et j'ai jamais eu de cash parce que j'étais toujours all-in. Et là, cette fois-ci, j'ai envie d'avoir du cash quand il y a ces événements-là, même si c'est une partie minime de mon portfolio, si c'est 10-20%, tu vois. Ah, petite coupure pour pouvoir rentrer progressivement. Quand ça a pris moins 65... Si jamais ça a bugué, je complète sa phrase. Voilà. C'est bon, je t'entends. Je t'entends, c'est bon. On a une petit lag. Je me permets de reprendre le message de Yousra. Dans chaque période de bull, il y a un domaine qui explose. Quel est le vôtre? Alors déjà, correction, il n'y a pas qu'un domaine qui explose, il y en a plein. Mais il y a effectivement des narratives qu'on retient plus que d'autres. Sur le bull précédent, c'était surtout la DeFi et les NFT. Aujourd'hui, pour moi, ça va être des déclinaisons DeFi et NFT, en fait. Donc là-dedans, je mets quoi? Je mets le gaming Web3, qui va beaucoup exploiter la technologie NFT. Et la DeFi de manière générale aussi, on va pas se mentir. Les Real World Assets, qui est une déclinaison de la DeFi où on va tokeniser des produits du monde réel pour proposer du rendement et proposer à des gens de s'exposer à autre chose que de la crypto pour justement un peu se diversifier tout en restant sur un support blockchain. L'IA, naturellement, parce que même si on ne sait pas trop où ça nous mène, tous ces projets IA, l'IA, ça plaît. L'IA, on utilise, l'IA, ça plaît, on sait que c'est le début, donc il va y avoir du surachat sur de l'IA, c'est évident, comme dans toute bulle finalement. Et je pense que déjà, RWA, Gaming Web3, IA... Layer 2 pendant. On est pas mal. Et après, voilà, le scaling, tout ce qui est blockchain d'infrastructure, ça paye à chaque fois, jusqu'à preuve du contraire. Donc, Layer 1, Layer 2, Layer 0. Moi, j'en ai un aussi que je pense qui peut avoir beaucoup de sens, c'est les DEX, avec tout ce qui s'est passé. DEX. Dérivé de la DeFi aussi. Ouais, GMX. Tu vois, ça, c'est un projet dans lequel j'ai pas mal investi. Je pense que ça peut... Et après, il y a aussi pour moi, un des... Toi, tu as dit le dernier bull market, c'était NFT et DeFi.
pour moi, il y a eu aussi une autre énorme narrative, c'était les écosystèmes des layers. Oui, les blockchains d'infrastructure. Ouais, genre. Ouais, bien sûr. Mais les écosystèmes à part entière, tu vois, Solana, puis et ça a été vraiment rythmé, quoi. T'as eu Cosmos, t'as eu Solana, t'as eu Avax. C'est vrai. Et ça, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est quelque chose. Ma strat d'investissement par rapport à ça, c'est une strat qui fonctionne de la même manière qu'une strat d'investissement en bourse, dans le sens où je vais me positionner à peu près à part égale sur différentes narratives pour avoir un portefeuille constitué de crypto, deux crypto max par narrative. Je fais des bets, tu vois, et d'avoir 5 ou 6 narratifs dans mon portfolio, tu vois. Yes. Il y a les Launchpad aussi qui ont pas mal explosé là récemment. Tu as des narratifs comme ça. Tu as le Depin aussi. Tu vois ce que c'est ou pas? Depin, c'est le fait de mettre à disposition du matériel de la vraie vie à un réseau décentralisé. Ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être un réseau Wi-Fi, un réseau Bluetooth, une imprimante 3D, ce que tu veux, pour pouvoir générer du rendement. Ou tes cartes graphiques aussi, hein, pour faire du calcul d'IA. Donc ça peut aller avec la narrative IA. Beaucoup de choses à attendre du Depin. Même coin aussi, ça va péter, c'est sûr. Comme d'hab, oui, les meme coins. Alors, je me permets de montrer mon écran pour l'URSSAF qui dit « Le gaming Web 3, j'ai du mal à y croire. Il n'y a pas de grand studio actuel. » Alors, c'est vrai, même si ça commence. Hein. Là, on voit Shrapnel. D'ailleurs, j'ai la première annonce, même si c'est pas encore... Bon, si c'est officialisé, mais je vous fais un petit leak. Voilà, ça me fait plaisir. On a signé Shrapnel. Qui est un gros jeu Web 3 sur Avalanche qui a levé 37 millions. Donc, on commence à être sur un budget. Hein. Pour la parenthèse, The Finals, c'est 100 millions. Donc, on commence à être pas mal. Et voilà, moi, je voulais vous montrer un petit peu mon écran sur cette narrative GameFi, bon sang. Il y en a marre de la GameFi, ça va être un des gros... Pour moi, ça va être une des grosses narratives aussi. On a vu de l'explosivité récemment. Hein. Je pense que les gens ne se sont pas rendus compte qu'on est passé de une quinzaine de centimes à plus de 1 $. Ouais, on a frôlé les 1 $ sur Big Time. Donc, on a fait du x6, 7. Shrapnel, donc je parlais, pour le moment, il y a peu de jetons qui ont été émis. On a des belles performances aussi. On a eu un FUD récent. On est passé de 8 centimes à quasiment 43 centimes. Voilà. Donc, pareil, on a fait x5 dessus. Regarde Sidus aussi. Moi, j'ai du Sidus. Ouais, tu vas m'en parler. Je connais pas Sidus. Compet, qui est aussi dispo sur l'Epic Game Store. On est passé de pas grand-chose, hein, de 0,002 à 0,44, on a fait x20, de ce que je comprends, x20 quand même. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, comment ça s'écrit ton jeton? Sidus. Donc c'est quoi ça? Bon, c'est un jeu ouais. gaming avec des NFT, ils ont 2 tokens et ils ont levé pas mal d'argent, je crois, au dernier Bulls. Je crois que c'est un token qui était sorti en 2022. Et ça se reprend. Franchement, c'est un token qui, je pense, va performer. Donc, en gros, c'est de la low cap. Hein. Je t'écoute. Hein. Ouais. En gros, moi, je fais partie d'un fonds d'investissement et je sais que moi, j'ai jamais été un gamer, donc j'ai du mal à analyser ce qui est un beau. J'ai vraiment presque jamais joué à des jeux vidéo à part à FIFA et à O-Game. Mais donc, tu vois, contrairement à toi qui a été un vrai gamer, quand je suis sur un jeu, j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui fait un bon jeu, tu vois. Ouais, mais je sais qu'ils avaient une tokenomique intéressante, qu'ils ont réussi à créer un gros engouement, ils sont très bons en marketing. Et donc je pense que voilà, il y a quelque chose sur ce jeu qui va être intéressant pour le prochain Bull. Je connais pas du tout. En tout cas, grosse base de followers. Fais voir le reach un peu. Ouais, bon, il y a de followers à acheter, ils font le même reach que moi, mais ils ont du reach quand même. Voilà, niveau GameFi, regardez, on a Domi, il me semble que c'est un MMORPG. Bon, on a les trucs un peu DeFi, un peu bancal. Big Time qui a bien pris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu penses quoi de Dogami? J'en pense rien. C'est un Nintendogs-like, je ne l'ai pas testé. Je pense juste que le choix de Tezos c'était peut-être pas le choix le plus pertinent les concernant. Ouais. Mais sinon, j'ai pas d'avis positif comme négatif sur le sujet. J'ai pas dit. On a Ronin aussi, le Layer 1 de Axie Infinity qui a pris. Genopets qui se reprend. Franchement, niveau GameFi, ça a bien bougé. Hein. Ça a bien bougé. Ça a grave bougé la GameFi, c'est clair. Et ce que je te disais tout à l'heure, Depin aussi. Tu sais que moi, mon plus gros gain crypto de ma vie, c'était sur la GameFi. Ah ouais? Dernier bull market, Axie Infinity. Axie. Acheté à 50 centimes. T'es chaud.
Bon, après, Ah ouais. j'ai revendu à $30, hein. Mais c'est monté. Fois 60. Hein. Ouais, fois 60. Par palier. Hein. Oui. J'ai revendu les 10-15 derniers pourcents à $30. J'ai commencé à revendre à $8 fois 16. Pas mal. Mais j'aurais jamais pensé que ça allait péter aussi haut. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que ça a pété aussi haut? Ça a été l'adoption gigantesque de Axie dans plein de pays, quoi. Ouais, et aussi Facebook devient méta. Hein. C'est vrai. Ça a beaucoup joué. Pour tout l'écosystème de manière générale. Alors, je vous montre les dépines. Alors, attention, regardez pas que les multiplicateurs, regardez aussi combien ils sont placés et les volumes, parce que des fois, les volumes sont assez ridicules. Hein. Donc, il y en a, ça va, il y a quelques millions, mais des fois, on a des tout petits volumes ridicules, donc c'est moins intéressant. Mais quand même, hein, Dépine, ça prend Launcher, Dépine, RWA. T'es hyper bullish, toi, sur Shrapnel? Alors, je viens de les signer en plus, donc j'ai pas envie de raconter des bêtises. Laisse-moi 2 secondes, j'enlève mon écran. Alors, pour moi, c'est très simple. On va refaire un peu la rétrospective du gaming Web3. Il y a 2 cycles, il n'y avait rien, à part des ICO. Le cycle précédent, on a vu des launchers Ultra, Elixir, Hyperplay, Wax, Wimix, etc., qui ont commencé à émerger. Pas de jeu très intéressant à l'horizon sur le cycle précédent, hein, qu'on se le dise. C'était en cours de développement. On avait peut-être une démo de temps en temps, mais c'est tout. Donc là, on commence à avoir des jeux sympas. J'ai testé Compète, voilà, c'est un Fortnite-like. Donc tu tapes dans la boîte à outils de Fortnite, hein, c'est tout chez Epic Games, donc voilà, avec Unreal Engine. On ne sera pas sur ce cycle, quel que soit le jeu, au niveau de blockbuster, de studio traditionnel, évidemment. Parce que les budgets sont juste pas les mêmes et qu'à un moment donné, l'expertise, ça s'invente pas. Quand tu t'intéresses un peu au secteur du jeu vidéo, ça tourne en rond en fait. C'est des forks du moteur source. Par exemple, source, c'est Counter-Strike. Anciennement, c'était Quake. Plus récemment, on a les jeux Titanfall et Apex Legends qui sont des forks de source aussi. Pour ceux qui ne savaient pas, ça tourne sur la même base que Counter-Strike, Apex Legends et Titanfall. Ensuite, tous les Call of Duty, ça tourne sur un même moteur. Tous les Battlefield, ça tourne sur un même moteur, le Frostbite Engine. Tout ce qui va être développé sur Epic Games, ça va être du Unreal Engine. Donc, tous les jeux Web3 que tu vois, ça tourne quasiment tous soit sur du Unreal Engine, soit sur du Unity. Il y a très peu d'exceptions à la règle. Donc, c'est sur les bases des outils proposés par Epic Games, avec 10 à 100 fois moins de budget qu'un studio traditionnel. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas faire de magie. Tu ne peux pas faire une histoire, une bande-son, un gameplay, patati patata, tout en intégrant la blockchain et avoir un banger. Par contre, on voit quand même des boîtes qui ont levé des dizaines de millions. Je pense à Big Time, Shrapnel, et il y en a plein d'autres. Donc, ça commence à être pas mal. Maintenant, je ne veux pas survendre le truc. Il faut garder en tête que c'est titré triple A parce qu'ils ont levé des dizaines de millions, mais il faudrait limite inventer le quadruple A pour les studios traditionnels et garder le triple A pour les jeux à quelques dizaines de millions. Donc, on va tester tout ça. On va essayer de ne pas être niais, c'est-à-dire que par rapport au cycle précédent, c'est 100 fois mieux, évidemment. Mais il y a encore du chemin pour aller chercher du gamer à gogo. Moi, dans le viseur, j'ai Illuvium que j'ai testé. La démo est disponible sur Coin Academy si vous voulez voir le gameplay. J'ai bien aimé, mais est-ce qu'on va pas se faire chier un peu trop vite? Je sais pas. Big Time, que j'ai bien aimé, vidéo dispo sur ma chaîne gaming principale, vidéo sponsorisée d'ailleurs par Big Time eux-mêmes. Je vous le dis pas parce que je suis sponsorisé, je pense qu'il y a du potentiel. On a des mécaniques de MMO, c'est un peu répétitif, il y a du jeu en équipe, c'est pas mal. Shrapnel qui a l'air d'être un bon FPS, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de bon FPS Web3, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y a des briques de FPS que je surveille, genre Citizen Conflict. Il y en a plein. De toute façon, on a un dossier Gaming Web 3 qui est disponible sur Coin Academy pour ceux qui sont membres du club. Mais tu vois, c'est pas ton pote qui dit ouais, ce soir on va jouer à Citizen Conflict ou à Shrapnel. De toute façon, Shrapnel n'est pas live. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais on y arrive. On y arrive. Et quand il va y en avoir un, il va y en avoir plus. C'est évident. Donc là, toi, t'investis sur combien de narratives différentes? Infrastructure, paiement avec Retrib, Gaming Web 3 avec Aurori, Shrapnel et compagnie. Laisse-moi réfléchir, j'ai quoi? J'ai du NFT aussi, Cross the Edges, donc on est toujours dans le gaming. Ouais, et après, j'ai du Flux pour tout ce qui est Proof of Work, etc. Mais ça pèse vraiment pas grand-chose dans la balance. Hein. Ouais, je dirais 4-5. Hein. RWA, j'y suis pas. L'IA, j'ai quasiment rien dedans. Si Dépine, si on peut mettre dedans, j'ai Livepeer, j'ai quelques jetons Livepeer. C'est un projet où, en gros, si tu veux, tu as déjà fait du mining de crypto-monnaie?
Jamais. Ok. Mais je m'y intéresse et j'hésitais à. Mais bon, c'est un truc qui de toute façon sera toujours là. Donc, mais j'en ai jamais fait. Mais je m'y suis carrément intéressé ces 6 derniers mois. T'en as Ok. fait toi? Ouais, j'en ai fait. J'en ai fait sur de l'Ether, principalement. Chez toi, genre Chez moi. toi-même Ah ouais, ok. Chez moi, 2 rigs, une quinzaine de cartes graphiques. Et en fait, quand tu mines, en fonction de l'algo, tu vas pas exploiter les mêmes composants ou exploiter à fond la rasterisation de ta carte graphique, par exemple. Donc, dans une carte graphique, tu as plein de composants. Tu as des trucs pour faire des calculs matriciels, tu as des trucs pour faire de l'encodage et du décodage vidéo, tu as des trucs pour traiter de l'IA maintenant, les Tensor Core sur les dernières cartes NVIDIA. Donc, en fait, tu pourrais très bien dire je mine 3 cryptos en même temps. J'en mène une en mode proof of work traditionnel, calcul brut. Je mine du live peer parce que je mets à disposition mon encodeur vidéo pour ceux qui veulent faire du transcoding vidéo. Pour t'expliquer rapidement ce que c'est, là tu vois, on est en live sur Twitch, on sera en rediffusion sur YouTube. Les gens qui nous regardent, ils peuvent choisir la résolution, soit si c'est la source, soit si c'est de la 720p, de la 480, etc. En fait, ça veut dire que le flux, il est traité en temps réel par des serveurs et il est recompressé dans des résolutions et des débits vidéo différents pour que les gens puissent le consommer. Donc, un flux vidéo devient plusieurs flux vidéo. Ça s'appelle le transcoding. Et tu peux le faire soit avec du matériel spécialisé, soit des processeurs, soit des cartes graphiques. Et tu as un protocole qui s'appelle LivePeer, dans lequel je suis investi, où justement, tu peux mettre à disposition ton encodeur vidéo pour d'autres personnes et tu es payé un jeton pour ça. Et là, plus récemment, tu as des trucs pour exploiter les Tensor Core IA de tes cartes graphiques. Donc, tu pourrais très bien miner 3 crypto-monnaies en même temps et choper 3 rendements différents avec le même matériel. Je ne vous assure pas la stabilité de l'opération. Hein. Peut-être que la carte graphique, elle va cracher, mais en théorie, c'est possible. Ok. T'as déjà fait du minage de Bitcoin? Bitcoin, non, parce que au moment où je m'y suis vraiment intéressé, on était déjà dans le game de l'ASIC. Et t'as déjà vu un ASIC? Bon, c'est du matos spécialisé, hein. C'est plein de petits processeurs qui sont branchés en série pour avoir une puissance de calcul globale. Ça parallélise un peu les calculs. Et ça fait un boucan. Si t'as pas un local, tu le fais pas tourner chez toi. Non, mais tu sais maintenant, tu peux faire du minage en passant par des mecs qui hébergent tes machines aux États-Unis. Oui, il y a ça. Oui, il y a ça. Je l'ai pas fait. Ça m'a traversé l'esprit, mais je l'ai pas fait. Non plus, j'ai pris la décision de ne pas le faire au final. Mais j'ai failli le faire. Et en fait, je pense que je me suis pris un peu trop tard. Je pense que le bon moment pour le faire, c'était il y a 6 mois, 1 an. C'est le moment où c'était plus rentable. Après, le problème, c'est que c'est peut-être encore le bon moment aujourd'hui, mais ça dépend de ce que Bitcoin fait derrière, quoi. Parce que tu as pas mal de mecs qui se sont fait rect avec le mining en Bitcoin aussi, à acheter des machines au pic et derrière à rentabiliser leurs machines sur 4 ou 5 ans, ou même en galérant à les rentabiliser, quoi. Ça marche. Attends 2 secondes, parce que là, on me dit narrative DeSci sur le chat. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la science décentralisée. Ah oui, j'en ai entendu parler. Première fois que j'en entends parler. Sizi, il a fait un post là-dessus cette semaine en disant c'est la nouvelle. Enfin, c'est Sizi qui a déclenché le truc, quoi. Il a fait un post là-dessus. Et il y a pas mal de projets apparemment qui ont méga pumpé sur ce truc-là, mais je m'y suis pas spécialement intéressé non plus. Ok, ouais, bah je savais pas. Je connaissais pas du tout. Je me permets de remontrer, ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, putain, ça va vite. Hein. Je me permets de remontrer un petit peu tes réseaux pour ceux qui souhaitent te suivre. Donc TikTok, on va dire principalement, même si tu fais aussi une rotation YouTube. Donc tu publies du contenu tous les jours, toutes les semaines, comment ça se passe? En gros, je suis tous les formats short, enfin tous les réseaux short. Tu as du TikTok, Ouais. tu as du Instagram, tu as du YouTube, etc., Facebook. Et donc, ouais, là, je fais des vidéos à peu près tous les jours. Ouais, Il y et a tu pas scales mal. partout. Ouais, je scale partout. Et j'utilise aussi mes vidéos YouTube pour faire des shorts maintenant. Et là, je vais faire quand même un gros focus sur les shorts. Sur YouTube, pardon. Gros focus sur YouTube. Parce que c'est cool, j'aime bien. Et voilà, quoi. Ça me permet Ça aussi prend, hein. Ouais, j'ai fait quelques vidéos qui ont bien performé. Ouais. Belle minia et dur tout. C'est dur d'être constant en termes de vues. Après, comme partout. Mais parlons un peu YouTube, c'est intéressant. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah, YouTube, déjà, toi, tu sais faire un titre, tu sais faire une miniature. Donc là, pas le call to action, t'es bon. T'es très fort. Je te le dis honnêtement. En plus, BlackRock, donc tous les théoriciens du complot qui tapent BlackRock ils vont potentiellement tomber sur toi, donc c'est génial. Parce que c'est beaucoup de SEO. Hein. Ça dépend comment tu fais les choses. Moi, je vous dis un peu pour Coin Academy comment on fait.
Nous, on varie les plaisirs, on fait du chaud et du froid. C'est un peu comme le sucré salé, non, je déconne. En gros, tu vois, tu as des trucs qui vont rester dans le temps. Pourquoi la mini se met pas, je sais pas. Tu as des trucs qui restent dans le temps où, en fait, tu vas analyser un projet, par exemple, tu vas te placer sur un mot-clé. Donc là, le mot-clé, ce serait Chili's. Là, ce serait Real World Asset, intelligence artificielle, airdrop Solana. Voilà, ça prend des vues dans le temps. Et après, tu as des contenus chauds où tu interagis uniquement par rapport à l'actualité. L'avantage, en fait, du show, c'est que c'est facile à faire. Tu regardes l'actualité et tu la traites. Et c'est juste qu'il faut... Entre le moment où tu digères l'actualité, tu la montes, tu la publies, il faut peu de temps parce que si tu es trop en retard, bah, tu n'existes pas sur Internet. Quelqu'un l'aura traité avant toi. Et le fait d'être là avant les autres, ça compte beaucoup aussi. Mais le mieux, c'est d'avoir du froid, évidemment, avec une stratégie de mots-clés exister sur des mots-clés. Tu vois, moi, par exemple, sur ma chaîne gaming perso, tu tapes optimisation. Ça, c'est mon mot-clé sur YouTube. Tu vois, là, je ne suis pas connecté sur ma chaîne, mais tu vois direct, il y a des vidéos de capettes qui tombent. Et si tu as le malheur de regarder une ou deux, bah après, Google sait que tu as déjà regardé du capette, donc il va te mettre du capette partout. Tu vois. Optimisation, c'est mon mot-clé. Si tu mets airdrop crypto, il y a moyen que ce soit cryptomage. Je dis ça au hasard. Hein. Voilà, Monsieur Rabbit, cryptomage, etc. C'est que du mot-clé. Donc c'est à toi de voir. Et quand tu dis du mot-clé, c'est via les tags? Ouais, bah oui, en gros, un mot-clé, c'est dans le titre, dans la description, dans les tags, dans les sous-titres automatisés. Si tu prononces le mot-clé, tu as les sous-titres automatisés. Dans ton espace commentaire, tu as une récurrence de mots-clés qui se fait. Et plus tu es capable de créer cette récurrence autour du mot-clé, et plus YouTube aura de facilité à te placer sur ce mot-clé, peu importe ton nombre de vues. Et après, tu as forcément un score d'autorité par rapport à ton nombre d'abonnés. Passer 100 000 abonnés, tu as le truc validé, c'est encore plus puissant. Ton nombre de vues, la rétention, les 30 premières secondes, la rétention sur toute la durée de la vidéo, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses des audiences short? Parce que moi, j'ai des potes qui ont des audiences short. Ils ont grimpé une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés en audience short. Ouais, je ne maîtrise pas du tout le short, mais je t'écoute. Mais je ne maîtrise pas. Parce que derrière, en gros, je connais plusieurs créateurs de contenu qui sont issus de TikTok, qui ont monté des chaînes à plus de 100 000 abonnés grâce aux audiences short. Et après, il y en a qui ont réussi à bien convertir leur audience, d'autres qui ont réussi à moins bien convertir leur audience en termes d'impact, tu vois. Donc ça, c'est une grosse différence pour le coup. Bah, faut savoir entraîner sa communauté. Bon, toi, déjà, tu sais faire, tu es multicanaux. En plus, tu as un Discord, tu as un Twitter. Donc, voilà. Comme tu es très, très, très régulier dans tes contenus, tu existes constamment dans l'esprit des gens. Donc, la méta, tu l'as compris. En vrai, j'ai pas grand-chose à t'expliquer. Si ce n'est que ça dépend où est-ce que tu veux emmener les gens. Parce que là, aujourd'hui, ta chaîne, bah, t'arrives, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que ça parle de crypto-monnaie, d'NFT et de finance. Ensuite, tu arrives sur la chaîne, bah, clairement... ça parle de finance, là, même plus que de crypto-monnaie. Là, c'est un biais qui est plutôt finance à vue d'œil. Finance, ouais, et géopolitique peut-être même. Et voilà, donc après, tu as un autre truc, autre niche, PC Gamer. Tu vois, par exemple, j'ai des confrères youtubeurs, eux, leur business model, c'est de prendre des commissions sur des ventes de PC. Ils se placent sur le mot-clé PC Gamer, tout le monde le met. Donc en fait, en créant cette récurrence sur ce mot-clé, t'existes. Tu pourrais mettre Call of Duty, gameplay, FR. Bon, bah voilà, tous les gens qui veulent du gameplay commenté en français ou autre, ça va être gameplay FR, tu vois. Et c'est que ça, en fait. C'est comme Google, hein, puisque le deuxième plus grand moteur de recherche du monde après Google, c'est YouTube. C'est qu'il y a des mots-clés. C'est de l'or ce que je vous donne, les gars. Franchement. Et ça veut dire que toi, quand tu fais tes vidéos, tu fais attention à ce que tes vidéos, elles reprennent toujours quelques mots-clés. J'essaie. Moi, regarde, sur Capette Crypto, bah déjà, j'essaie de mettre Capette et Crypto. Parce que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Capette, donc ça me permet d'avoir du trafic organique parce que j'existe depuis plus de 10 ans sur YouTube. Crypto, comme ça, les gens qui tapent crypto, ils ont quelque chose. Et après, je sais pas, là, tu vois, j'ai mis analyse Avalanche. Si je tape crypto Avalanche, comme j'ai pas fait beaucoup de vues, je pense que je n'existe pas. Tu vois, malheureusement, je n'existe pas. Mais si je tape mining crypto, j'existe parce que cette vidéo, elle a su faire preuve d'autorité avec un certain nombre de vues. Et du coup, j'ai pas un revenu passif du coup, mais un nombre de vues passifs qui tombent sur la requête mining crypto. Ouais, tu vois, moi, j'ai pas encore de vidéos qui ont assez d'historique pour voir un peu l'effet du SEO, pour le coup, pour l'instant. Tape BlackRock pour voir. TipTalk, hein, t'es là. Hein. Ouais. Tu vois, mais parce que je suis passé sur ta chaîne avant, mais forcément, je suis abonné et ça joue. Ça joue, naturellement. Tu vois, les gens qui viennent une ou deux fois sur Coin Academy, bah, quand je vais taper, je fais une bêtise. Multiversix sur YouTube, sur Google.
Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Peut-être pas. Pas sur cette requête-là. Je l'ai mis au hasard. Ça va dépendre. Ça va dépendre des occurrences des gens, de la pertinence de ton contenu, s'il est suffisamment récent aussi, parce que si tu as quelqu'un qui a la même autorité que toi, mais qui a fait une vidéo plus récente, il va te passer devant, naturellement. Tu as beaucoup de paramètres comme ça. C'est juste, faut pas mettre des titres aléatoires qui n'ont pas de sens, c'est con. Et il faut essayer de faire un minimum d'efforts sur la description. T'as pas besoin de pondre un pavé, tu vois. Mais tu mets à minima les mots sur lesquels tu souhaites exister. Ok, ça je le fais pas. Ok, c'est intéressant. Et Twitch alors? Twitch, c'est que de la régularité. Twitch, il faut être régulier. Tu t'es lancé quand, toi? Moi, je stream depuis... Oula, on va regarder. Toi. Je crois que j'ai l'info là-dedans. C'est que moi, mon problème avant, je n'étais pas assez régulier, quels que soient les réseaux, parce que je travaillais trop, je voulais toujours faire de la bonne qualité plutôt que de la quantité, mais il faut savoir faire les deux. Compte créé, regarde, en juillet 2010. Oh putain, la vache. Je savais même pas que Twitch existait depuis si longtemps. Et là, c'est le moment de flex. Vous êtes prêts, les gars? Et ça, c'est les gens qui me suivent sur Twitch. On est quelqu'un ou pas? Non, je rigole, allez, j'arrête de faire mon trou de balle. Non, en gros, Twitch, c'est qu'une question de régularité. Tu prends des abonnés naturellement, mais si tu veux exister dans les algos, il faut que tu sois là pendant plusieurs heures et tout. Et Twitch va t'emmener du jus. Il va t'emmener du jus. Et si Twitch par intermittence, il va pas t'envoyer de jus, en fait, tout simplement. Et c'est quoi ta stratégie par rapport à Twitch? Pourquoi tu es sur Twitch à la base? Alors aujourd'hui, ma stratégie, elle est simple, c'est que moi, les analyses fondamentales, je ne supporte plus les faire dans mon coin, donc j'adore les faire avec la communauté. Je les documente, je fais un Google Drive, j'ai mes Google Docs et je mets tout dans mes descriptions YouTube. Et après, j'en fais un format live avec eux. Ça me permet aussi d'avoir des inputs de ma communauté pour découvrir des trucs que je ne connais pas. Et ça me permet d'avoir du condensé pour les chaînes Coin Academy, Capet Crypto, etc. Parce que si ça tenait qu'à moi, je me coupe du monde à chaque fois, je prends un sujet, je fais un script, je l'apprends, pas j'apprends mon script par cœur, mais j'essaie de maîtriser le sujet, ensuite je prends une vidéo. Mais entre le moment de comprendre, le moment de le tourner, le moment de le monter, de faire des retours au monteur et compagnie, il peut se passer 2 semaines, ça colle pas du tout avec l'algo YouTube. Donc j'essaie d'avoir du contenu froid travaillé et du contenu un peu plus condensé, sans prise de tête, histoire de toujours exister, parce que l'algo, si tu lui mets pas une vidéo toutes les 2 semaines, tu l'as dans la gueule. Il y a des exceptions à la règle, hein. Je pense à Maskey ou Léo Duff qui peuvent disparaître pendant un mois, revenir poser une vidéo à 300 000 vues. Mais de manière générale, il faut que tu existes à un minimum dans les algos. Comme sur TikTok, hein. Si tu arrêtais d'un coup et que tu laissais des trous de 2 semaines, ça ne marcherait plus. Ah ouais, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait, ça m'a éclaté ma chaîne. Ouais. J'ai arrêté des 3 mois parfois parce que je bossais sur la création de ma formation en ligne ou sur le lancement d'un autre truc et tout. Et à chaque fois, le retour, il a fait mal. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est ce que tu vois en fait. Là, tu vois des gros buzz à 100K et tout, et après, tu vois des vidéos, bah elles n'existent pas en fait, parce qu'avec que les gens qui sont vraiment abonnés, qui vont scroller de vidéo en vidéo. Mais toutes ces vidéos à 100 000, c'est que tu apparais dans les pour toi des gens. Ouais, après, il y a un truc aussi à comprendre sur TikTok, c'est que l'algo, il a vachement évolué. Au début, c'était un algo au début, c'était facile, honnêtement, de créer du contenu. Tous les créateurs de contenu TikTok, au départ, le seul mérite qu'on a eu, c'était d'aller sur TikTok quand tout le monde chiait sur TikTok et de faire du contenu régulièrement. Ouais. Mais franchement, les gens qui ont fait ces 2 strates, aller sur TikTok et faire du contenu régulièrement, quel que soit le sujet, ils étaient poussés par l'algo. Maintenant, oui, à l'époque, ouais. Et maintenant, c'est beaucoup plus dur. C'est plus du tout le cas, tu vois. Et donc maintenant, en plus de ça, sur TikTok, honnêtement, quand tu es une grosse audience ou que tu es une petite audience, le nombre de vues va influer, mais pas tant que ça. C'est pas comme Instagram où un mec qui a 500 000 abonnés sur Instagram. Si moi j'avais 500 000, si j'avais l'audience TikTok que j'ai sur Insta, je ferais, il n'y aurait pas des vidéos à 3000 vues, tu vois. Et pourtant, mais YouTube, c'est comme ça maintenant aussi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant que je vois avec YouTube. Moi, je fais une vidéo qui fait 140 000 vues. Derrière, j'ai la vidéo d'après, je crois, elle a fait 800 vues. Et donc, c'est un virage que prennent les réseaux sociaux qui sont algo first, en fait, plutôt que créateur first. C'est bien pour la diversité du contenu, c'est plus compliqué pour les créateurs. Et un algo, ça s'entraîne aussi. Quel que soit YouTube, Twitter, TikTok, c'est un algo, ça s'entraîne. C'est-à-dire que, dans le cas, parce que TikTok, c'est le meilleur algo qui existe. Il n'y a même pas de discussion à avoir ici. TikTok écrabouille tout. Vraiment. Tous les autres se sont inspirés de TikTok, de toute façon. Il ne se passe pas 24 heures sans que je mette les pieds sur TikTok. Moi, j'en parle jamais, mais
c'est ma routine du soir. Il y a des trucs drôles, il y a des trucs de la muscu. Des fois, j'ai envie d'apprendre des trucs, je vais me poser sur une requête clé. Mais en fait, un algo, ça s'entraîne. C'est-à-dire que tu arrives sur TikTok, si tu es en mode, on va dire les termes, hein. Si tu es en mode, je m'arrête sur une meuf parce qu'elle est jolie, machin, paf, des meufs, et tu vas être sûr que tant que tu vas rester accroché à regarder les meufs, il va t'envoyer de la meuf. Et dès que tu vas commencer à zapper beaucoup plus vite, il va t'envoyer autre chose. Et il va voir sur quoi tu bloques et sur quoi tu ne scrolles pas, entre parenthèses, sur quoi tu restes. Donc en fait, tu peux entraîner ton algo et être que dans des trucs de développement personnel, montage vidéo, apprendre des trucs sur l'économie. Il va toujours te tâter, hein. Il va t'envoyer des meufs, il va t'envoyer des trucs drôles, etc. Mais si tu zappes et que tu lui dis non, il va comprendre vite. Hein. Et t'as pas un algo aussi dynamique que TikTok. Mais voilà, si t'es en mode je regarde les trucs débiles et je dis à tout le monde oh c'est de la merde, et en fait 90% de ton temps tu regardes de la merde, bah oui, il va te proposer que de la merde. Donc c'est ça la réalité. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu peux passer à côté. Moi, j'ai découvert des mecs à 500 000 abonnés. Je me suis dit putain, mais c'est qui lui? Et en fait, l'algo, il m'avait jamais trigger dessus, tu vois. Et ça c'est fort. Mais ouais, c'est sûr que ce qui est TikTok a créé un méga séisme dans le monde de la création de contenu, parce qu'en gros tous les autres réseaux sociaux se sont adaptés à TikTok et ont copié TikTok et ont adapté leurs algos. D'ailleurs, je me souviens, j'ai été en soirée j'avais croisé Léo Duff et Romain Lannery en soirée au moment où TikTok était en effervescence absolue, et ils m'expliquaient que depuis la création de TikTok, eux, ils perdaient des abos à ce moment-là sur YouTube. Oui, j'ai plein de gens qui m'ont dit ça. Après, depuis Léo Duff, il a bien explosé, mais il y avait des créateurs qui disaient ça, que tu as vraiment eu un moment où tu as eu une partie de l'audience YouTube qui est partie sur TikTok. Après, je pense qu'il y a aussi un moment où ils en sont revenus, tu vois, où il y a des gens... Moi, par exemple, personnellement, je passe très peu de temps sur TikTok. Moi, je suis plus un consommateur YouTube qu'un consommateur TikTok. Je fais les deux, ça dépend des moments. Mais en fait, que soit TikTok ou YouTube, c'est vraiment l'œuf ou la poule. C'est-à-dire, je prends le message d'erratique. C'est pour abrutir l'Occident. Il y a une théorie là-dessus, juste pour te dire, qui est intéressante, parce que j'ai quelques infos de mecs qui sont TikTok Chine et tout. Comme quoi, le TikTok chinois, je sais plus le nom du TikTok chinois, pousserait plutôt les vidéos d'éducation, alors que le TikTok ici essaierait de mettre plus en valeur des vidéos un peu débiles, divertissement, etc. Ouais, il y a cette histoire-là. Mais moi, justement, je veux revenir à ma thèse de l'œuf ou la poule. Franchement, moi, j'ai des potes, je regarde leur flux d'actualité YouTube. Je vois que les gens ultra connus que je ne regarde jamais parce que ça m'intéresse pas. Je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est juste ça m'intéresse pas. Tu sais, tous les Maxou, Inoxtag, Squeezie, Michou, etc. Je regarde pas. Ouais, moi non plus. Et ça m'empêche pas de les respecter. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien sûr. Mais tu vois, déjà, ces gens, ils vont dans l'onglet tendance de YouTube. Moi, je ne mets jamais les pieds dans l'onglet tendance YouTube. Je savais même pas qu'il y avait ça. Ça me traverserait même pas l'esprit, tu vois. Donc, du coup, tu vas avoir de la musique. Voilà, tu vas avoir de la musique, des gens connus, et tu sais, c'est un petit cercle fermé, c'est un peu Webedia, les gens autour de Gotoga, pour les gens de gaming, et voilà. C'est un ancien pote à toi, lui, d'ailleurs, non? Oui, c'est toujours un collègue. Et du coup, on est, pour le coup, dans des trucs mainstream, et si c'est mainstream, même si tu apprends des choses, c'est divertissant. Il y a toujours une règle, c'est le divertissement. Donc, se pose la question suivante. Est-ce que les algos nous poussent à consommer du divertissement, ou c'est nous qui demandons des algos du divertissement, donc les algos nous pondent du divertissement? Parce que du coup, tu sais, c'est comme le QI, les résultats à l'école. En Asie, ils ont des bien meilleurs résultats à l'école, ils sont beaucoup plus portés sur apprendre, la culture, etc. de manière générale, alors que nous, on est vraiment une génération où on est vraiment bouffé par le divertissement. Il n'y a que ça. Que ça. Et si tu fais pas l'effort de toi-même d'apprendre, bah, l'algo, il va pas te proposer de tout apprendre. Ou alors, il va t'en proposer un peu, et toi, tu vas pas cliquer dessus parce que tu vas favoriser le divertissement. Après, je pense que je sais pas si en Asie, ils sont vraiment... Quand j'habitais à Bangkok et que je prenais le métro de Bangkok, qui s'appelle le Skytrain, là, je sais même plus comment il s'appelle. Il y a un nom, bref. Tout le monde était... J'avais jamais vu autant de monde être sur Pokémon Go. Ouais. Tu vois, comme quoi, c'est partout. Je pense qu'il y a peut-être les dictatures où ils arrivent à réglementer certains trucs, mais j'ai l'impression qu'en effet, le divertissement, c'est la majorité des gens. Moi, un truc que j'aime bien faire aussi, quand t'es dans des files pour prendre l'avion ou quoi, tu regardes les gens qui sont en train de swipe,
Tu Ouais. regardes un peu ce Je le fais tout le temps. qu'ils regardent. Moi, ça me fait halluciner à chaque fois. Je le fais tout le temps. Mais le pire, c'est les transports en commun où tu vas toujours avoir des gens écouteurs, casques. Non, il faut vraiment que ce soit haut-parleur. On en fait Ouais. profiter tout le monde. Et généralement, quand c'est ça, c'est vidéo humoristique avec des gars qui ricanent très, très fort, des trucs où on est dans l'abruti. Là, on est vraiment dans l'abruti. Et si tu as le malheur d'aller un peu sur Facebook, tu es encore connecté à tes vieux potes du bahut, tu vas toujours avoir un pote qui va partager tous les mimes qui passent sur son fil d'actualité, ce genre de choses. On est vraiment dans du divertissement avec un humour vraiment... Après, c'est chacun son humour. C'est-à-dire que moi, j'ai un humour qui est plutôt noir, tu vois, ou gamer, donc j'aime bien les trucs un peu bressons. Mais les pipi caca, tu vois, ça m'intéresse zéro, quoi. Ouais, franchement, honnêtement, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, où je poste beaucoup de contenu, etc. Mais j'ai pas une opinion très positive sur les réseaux sociaux de manière générale, tu vois. C'est trop chronophage, en fait, finalement. Non, mais plus par rapport à la tournure que ça prend par rapport aux jeunes générations, tu vois. Moi, Oui, mais justement, parce que c'est chronophage. Parce que nous, en fait, on a les pivots où... Déjà, on est consommateur et on est créateur. Donc, déjà, les biais dans lesquels nous mettent les algos, on a tendance à les comprendre et à essayer de les combattre. Mais quand tu es suffisamment jeune, toi, tout ce que tu veux, c'est passer un bon moment et le partager avec tes potes. Et tous tes potes vont te partager un bon moment et basta, tu vois. Donc, si t'as pas ce truc de curieux, parce que tu as des gens qui sont pas de nature curieuse, finalement, tu vas te laisser entraîner par le truc et c'est terminé, en fait. C'est vrai. Je vois dans le chat, il y a des gens qui parlent de la monétisation TikTok. Qui disent oui, c'est intéressant, les gens vont sur TikTok pour la monétisation. J'ai vraiment envie de casser ce mythe de la monétisation TikTok. On gagne rien sur TikTok. Les seuls gens qui gagnent de l'argent sur TikTok, justement, c'est des gens qui vont créer des comptes débiles un peu, où ils reprennent les vidéos qui marchent le mieux et repostent ces vidéos. Mais franchement, honnêtement, pour vous donner un exemple, moi, je faisais à l'époque où mon TikTok marchait le mieux, je faisais 5 à 6 millions de vues par mois. Maintenant, je suis plutôt à 1 million de vues par mois en moyenne. Je pense que je gagne 10 balles par mois, 15 balles par mois. Je gagne plus sur YouTube avec mes 16 000 abonnés que largement plus sur YouTube que sur TikTok. Et je vois beaucoup de vidéos là, sur la monétisation TikTok en ce moment, sur TikTok notamment. Franchement, sur la création de contenu pur, il faut vraiment faire des vues pour que ça rapporte. Ça n'a rien à voir avec YouTube. YouTube, ça rapporte beaucoup plus. Surtout que là, YouTube, ça rapporte plus qu'avant. Moi, je vous le dis là, je vais avoir mon plus gros salaire de YouTube de mon histoire, alors que j'ai déjà fait beaucoup plus de vues que ça, parce que je fais des contenus déjà plus longs. Sur 200 000 vues sur le mois, avec des contenus quand même relativement longs, hein. On est sur des vidéos de 15-20 minutes des fois. 400 € sur 200 000 vues. Sur YouTube. Ouais, c'est pas un truc de fou. Hein. Alors qu'au States, c'était entre 5 et 7 $ les 1000 vues. Hein. Putain, moi, je suis à 10 € là. Les 1000 vues 10-11 € les 1000 vues. Ok. Mais après, c'est peut-être parce que je viens de lancer la chaîne. Mais tu vois, moi, j'ai débloqué la monétisation avec ma vidéo BlackRock là. Parce que j'avais pas fait les 4000 heures de visionnage avant. Et j'ai calculé sur le... Si j'avais eu la monétisation dès le départ, je crois que cette vidéo, elle m'aurait fait 2500 balles. C'est bizarre. Putain, bah on en rediscutera en off parce que j'ai jamais vu des perfs comme ça. Hein. Si, moi, je connais un autre mec, un de mes potes là, qui a 10 aussi. Et un mec qui faisait pas beaucoup de vues que je connaissais sur la niche SMMA, tu vois, genre agence de marketing, etc. Il faisait pas beaucoup de vues, il faisait des contenus longs et tout. Il avait 40 € de coût par 1000. C'est un truc de ouf quand même, 40 €. Là, c'est plus qu'un braquage, si je peux me permettre. Hein. C'est ouf, ouais. Donc, mais ouais, je te redirais peut-être que c'est parce que je viens de lancer mes contenus. Mais après, c'est pas la même cible. Toi, tu parles de finance, donc peut-être tu as des vendeurs de formation et compagnie qui vont cibler tes pubs sur ta chaîne à toi, alors que moi, ça va être des trucs un peu... tu as du gaming, tu as des trucs... c'est moins bien ciblé. Moi, j'avais toujours entendu dire que sur tout ce qui est un peu plus entertainment, etc., c'est du 4-5. Et sur ce qui est un peu plus touché finance, tu vas vite au-dessus de 10. Parce que derrière, tu as des pubs aussi sur des trucs... investissement, immo, format, etc. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Au final, on aura parlé d'investissement et on aura débouché sur la partie création de contenu, mais je pense que c'est intéressant d'en parler.
Je vous propose qu'on prend 5 dernières minutes, histoire qu'on n'ait pas une rediff qui dure des heures. En tout cas, c'est peut-être TikTok. Je savais que ça payait pas, mais là, tu nous dis 10 millions, 10 balles. Là, c'est vraiment un gros doigt au fond du Non, jeu. pas 10 millions. 10 millions. Mais attends, je vais regarder. Mais moi, ça me rapporte rien. En fait, j'ai jamais regardé vraiment. Je crois que ça m'a rapporté. Il y a une vidéo un jour qui m'a rapporté 200 balles. Ok. Genre Pas 3 mal. millions de vues, un truc comme ça. Ok. Et déjà, alors honnêtement, je suis pas du tout ce truc de monétisation, mais avant, c'était que les vidéos de plus d'une minute qui étaient monétisées. Et quand tu fais genre 200 000 vues sur TikTok, ils vont te comptabiliser que 70-80 000 vues. Ils vont comptabiliser que moins de la moitié vont être éligibles à être payés. Parce qu'il y en a qui vont zapper dans les 3 premières secondes, donc ils vont pas Sûrement. la compter. Sûrement. Mais franchement, moi, ça rapporte vraiment pas grand-chose. Et je connais un créateur de contenu, là, Dali du Tilleul, lui, il fait vraiment des vues. Et il a réussi à gagner de l'argent sur TikTok, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a réussi à. Que je connais. Dans les vrais créateurs, quand je parle créateurs, c'est des gens qui font du contenu original, tu vois. Regarde, récompense estimée sur les 30 derniers jours, où j'ai fait à peu près un peu plus d'1 million de vues, 35 €. Ouais, 35 € sur combien de vues, tu dis, pardon? Sur le mois? T'as moyen de lisser sur un mois? Parce que, désolé, j'ai pas... Là, je commence un peu à fatiguer. Tu vois, j'ai fait à peu près 1 million de vues en tout sur le mois. Et dans les vues éligibles, ils me disent que j'en ai 71 000. Donc, tu es à 50 centimes de coût par 1000. Mais par contre, derrière, l'éligibilité, elle est ultra vénère. Parce que la carna, quoi. Ouais, là, c'est vraiment... tu fais rien de ça. Sur 6 mois, j'ai 180 balles. Alors que tu as une chaîne de plus de 500 000 followers. Regarde en tout. Ah, c'est bon, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. En tout, j'ai fait plus de 100 millions de vues sur YouTube, sur TikTok. J'ai dû ramasser 1150, ouais. J'ai dû faire, je sais pas exactement, mais il me semble que j'ai fait plus de 100 millions de vues sur TikTok. 1150 €. Mais c'est pour ça que tous les créateurs qui sont, tous les créateurs TikTok, ils ont des business à côté. Enfin, oui. Voilà. C'est ça la méta, hein. C'est ça la méta, hein, à un moment donné. Bien sûr. Personne. Enfin, moi, personne ne se lance sur TikTok pour la TikTok money. C'est pour ça que je te dis, il faut vraiment faire des vues pour faire de l'argent sur TikTok, parce que derrière, sur l'éligibilité, ils font mal. Hein. Tu live un peu sur TikTok ou pas? Pas trop, non. Pas trop. J'avais essayé quelques lives, mais c'est pas un truc qui marche très bien. Les gens sont pas trop. Ou alors, faut faire le PNJ, quoi. Je sais pas. Moi, ça a jamais trop marché. J'avais fait des live Twitch à l'époque. Quelques live Twitch. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description pour ceux qui nous écoutent. Et t'avais la rêve quand je te disais le PNJ. Tu sais, les gars qui font Roses. Ah non, tu connais pas. C'est vrai, mais tu regardes moins de TikTok que moi, en fait. En gros, tu sais, tu peux payer pour avoir des trucs. Donc, t'as des gars, ils font Roses. Thank you. Et tu sais, ils le font en boucle comme ça. Dès qu'ils sont payés, ils le refont comme si c'était des vrais PNJ, mais c'est pas des vrais PNJ. Et ils font les robots pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et ça paye au bout d'un moment. Il y avait des mecs qui faisaient... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a des mecs qui faisaient ça aussi. Ice Cream So Good, ouais. Qui faisaient ça aussi, genre ils dormaient en live, et où ils se faisaient... T'avais des mecs qui pouvaient les réveiller à chaque fois en payant ou je sais pas quoi. Ouais. Voilà, du coup, c'est la méta, mais c'est une méta complètement à part. Là, on est presque sur de la cyberprostitution, parce qu'en fait, tu t'exécutes, on te donne un truc et tu fais le pantin, quoi. T'as même plus d'âme. Je vous le dis sincèrement, hein, vous testez vous-même, vous installez TikTok, vous scrollez, vous allez tomber au bout d'un moment. Il va tomber le live PNJ, c'est obligé. Et vous allez vraiment perdre foi en l'humanité. J'ai jamais vu un truc aussi gênant que les PNJ sur TikTok. De tout Internet, hein. J'ai jamais vu. Moi, j'ai pas mal perdu foi en l'humanité sur les réseaux sociaux quand je voyais le Turc énorme avec ses kebabs là. Je sais pas si tu l'as vu, lui. Oui. Et qui faisait rebondir son ventre et qui faisait genre 20 millions de likes. Mais ça, c'est drôle, ça. C'est un mime, tu vois. T'as toujours eu ça, même sur YouTube. T'as toujours eu des mimes comme ça. Et t'en profites pendant 1 an, 2 ans. Tu sais, c'est comme le qui fait comme ça. Ouais. C'est un mime. Voilà, Kaby. Tu fais ça 2 ans, 3 ans. T'en profites un max. Parce que t'es le mime, et voilà. Le mec, il est quand même devenu ambassadeur Hugo Boss. Hein. Ouais, et puis il a bossé avec Binance aussi. Hein, ouais. C'est fou. Ouais. Mais ouais, non, sinon, pour finir sur la création de contenu, moi, je reste hyper bullish sur la création de contenu, parce qu'en fait, ça te permet de... je pense que toute personne qui est intéressée par une niche toute personne qui est intéressée par une niche en particulier, voilà, moi, j'ai commencé à parler investissement, crypto, mindset, entrepreneuriat, j'ai fait différents sujets.
Mais je pense que c'est quelque chose qui est toute ta vie derrière. Tu crées une communauté, ça t'aide dans tous les business que tu vas lancer. Ça t'aide pour tout en fait. Et ça demande une discipline, mais c'est quelque chose qui est top et ça te permet de rencontrer plein de personnes hyper intéressantes aussi. Je suis d'accord. Si tu fais l'effort d'être honnête et pertinent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Tout à l'heure, je vous parlais de divertissement. Tous les noms que j'ai donnés, c'est des gens qui sont honnêtes et qui sont pertinents dans ce qu'ils font. Mais tu as des gens, c'est des parasites presque. Tu vois, ils vont surfer sur des actualités, genre des tabassages, des trucs comme ça. Ils vont en parler 15 fois, ils vont tourner le truc dans tous les sens, ils vont faire des vidéos réactions. C'est des contenus de parasites. Bon, bah, ils ont le droit d'exister. Hein. Il y a la place pour tout le monde, hein, mais... Je les vois même comme ces gens-là, tu vois. Moi non plus. Mais ça, c'est quand tu dresses ton algo et que tu commences à... Bref, quand tu commences à te perdre sur YouTube, on va dire. Bon, et on me demande dans le chat, je faisais référence à un tel ou un tel. Je ne fais pas référence à des gens de l'écosystème des crypto-monnaies. Je parle vraiment de gens qui font du contenu en général. On va se laisser là-dessus. Moi, je vous laisse dans la description tous les liens pour suivre TipTalks. Première émission avec lui, sûrement pas la dernière. Tu es toujours le bienvenu. N'hésite pas, voilà, si tu veux parler de quelque chose en particulier. Et j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez en pensé sur YouTube, parce que souvent vous mettez le commentaire sur Twitter, mettez-le sur YouTube. Référencement les potes, s'il vous plaît, ça fait plaisir. En tout cas, merci. Merci au chat d'avoir été là, de nous avoir écoutés, et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Ciao, salut à tous.